Et il se trouve que bon, j'ai des projets de recherche fondamentale, je suis chercheur au CNRS, donc j'ai des choses qui sont assez difficiles à expliquer, comment fonctionne le cerveau quand on sent des odeurs ou des choses comme ça. Mais il se trouve que depuis à peu près une vingtaine d'années, j'ai rencontré un médecin ORL qui s'appelle Corinne Eloi, qui travaille à l'hôpital de la Rivoisière, et qui est venu me voir en me disant, mais écoute Didier, c'est embêtant parce qu'on a vraiment très très peu d'outils développés pour tester et aider au diagnostic de l'odorat. Donc comme dans ma pratique de chercheur, on développe des outils, que ce soit pour pouvoir sentir des odeurs, ou bien d'autres aussi, je vous montrerai à la fin, je me suis dit, bah, pourquoi pas, donc j'ai commencé à faire une collaboration étroite avec ce service ORL à la Rivoisière. Et donc, comme je suis là aussi présent au moment des examens, puisque c'est moi qui survole tout ça, disons, d'un seul coup, je me suis rendu compte et j'ai rencontré énormément d'anosmiques. Des gens qui avaient perdu l'odorat, et dont on pouvait démontrer réellement qu'ils avaient perdu l'odorat. Non pas des gens qui racontent qu'ils ont perdu l'odorat, mais des gens qui réellement, on peut prouver qu'ils ont perdu l'odorat. Et il y a quelque chose qui m'avait vraiment rendu mal à l'aise à ce moment-là. C'était comme Bernard, très souvent, un état d'isolement complet. Ils avaient un handicap, ils avaient vu l'ORL qui leur avait dit « Ouais, de toute façon, elle n'a plus rien à faire, c'est perdu, faites avec. » Et puis basta, rentrez chez vous, puis débrouillez-vous comme ça. Ça m'a beaucoup embêté parce que je suis peut-être un chercheur dans ma tour d'ivoire, dans mes idées et tout ça, mais il y a aussi, je suis un être social aussi. Donc je me suis dit quand même, il faut arriver à faire quelque chose. Et depuis longtemps, depuis de nombreuses années en fait, j'avais envie de faire quelque chose pour aider les anosmiques. Hein. Alors aider les anosmiques, ça veut dire d'abord leur donner une bonne information. Éventuellement d'ailleurs leur expliquer réellement ce qui s'est passé pour eux. C'est ce qu'on fait quand les gens viennent dans le service d'ORL. Moi j'essaie de leur donner le maximum d'informations. Je pars du principe qu'on peut arriver à s'accoutumer à son handicap à partir du moment où il a une bonne information. Or cette information, elle n'est pas toujours très bonne, ni très précise, ni très exacte, c'est ça qui est un petit peu embêtant, dans les réseaux sociaux ou dans tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont en fait complètement inventées. Donc c'est un petit peu difficile. Et j'étais d'autant plus embêté que, puisqu'évidemment je travaille au niveau international, à la fois européen, parce que je suis aussi responsable d'une structure européenne qui travaille à la fois sur l'olfaction et le goût, qui regroupe tous les chercheurs européens qui travaillent sur l'odorat et le goût. En fait, moi j'étais aussi en contact avec des associations étrangères, par exemple au Canada, comme Anosma Foundation, par exemple, qui étaient vraiment des associations où les anosmiques se mettaient ensemble pour trouver des solutions, échanger entre eux, etc. Ou bien aussi, plus récemment, comme Cinquième Sens, on va dire, qui est une association anglaise, typiquement anglaise. C'est-à-dire que typiquement anglaise, c'était un petit clin d'œil quand je me suis inscrit en fait dans cette association et le type m'a envoyé un mail assez long en se demandant bien ce qu'un Français pouvait venir faire dans les histoires de Grande-Bretagne. Alors j'ai simplement répondu que les problèmes de l'anosmie, c'était pas uniquement ni français, ni anglais, c'était mondial en fait. Et aux États-Unis, ça devient aussi un problème dont les gens commencent à prendre conscience. Donc j'en étais là de mes réflexions quand en fait j'ai découvert évidemment sous mon nez quelque chose que je ne connaissais pas. J'allais chercher à l'autre bout du monde, mais qui existait, c'était l'association AFA. Donc Bernard. Et je lui ai envoyé un mail il y a maintenant 2 mois, quelque chose comme ça, je me souviens plus, à peu près. Et je lui ai dit, voilà, j'ai envie, enfin tu te souviens, j'ai envie de faire quelque chose, moi j'ai des connaissances scientifiques, donc je peux être utile d'une façon ou d'une autre, d'autant plus que je vais être à la retraite bientôt, donc j'aurai du temps de libre, etc. Et puis en fait, Bernard a dit, très bien, et il est venu me voir à Paris. À Paris, je lui ai fait rencontrer un certain nombre de personnes, parce qu'évidemment, je suis une espèce de transmission de relations, donc je lui ai fait rencontrer déjà au moins 2 personnes ou 3 personnes. Un petit peu le monde de l'anobie. 3 personnes, mais il va en rencontrer encore d'autres qui sont des acteurs en fait, qui sont intéressés par l'odorat et qui ont aussi une conscience que c'est intéressant d'avoir un aspect social, disons, qui tourne autour de tout ça. Donc j'ai été très content. Alors, moi, mon but, c'est vraiment essayer d'apporter la meilleure information possible, et c'est pas facile pour un scientifique de faire de la vulgarisation. J'essaye, mais c'est pas toujours facile. On va juger aujourd'hui si ça passe ou pas. Alors, mon public, c'est les anosmiques. Alors, j'espère qu'il y en a dans la salle. J'ai pas de demandé, il y en a peut-être qui sont anosmiques. Voilà, je veux pas vous désigner, hein, mais je veux dire, il y a un public. Donc, en fait, ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est plutôt destiné aux anosmiques. Mais vous allez voir que les gens qui ont un odorat normal, en fait, ils vont apprendre quand même quelque chose, parce que ça m'aiderait que vous ayez expliqué comment fonctionnait votre odorat. Ni avec quoi vous sentez les odeurs. C'est encore un truc un peu mystérieux.
Alors qu'en fait, il y a des connaissances qui sont, je vais vous demander de faire un petit effort quand même, mais ce ne sont pas des connaissances qui sont extrêmement difficiles à appréhender. Vous allez avoir certaines des notions qui vont s'installer, j'ai l'impression. Donc c'est en direction des anosmiques, mais il ne faut pas oublier les accompagnants. Et ça, j'ai trouvé que dans ce que tu as dit, Bernard, il y avait quelque chose de très important concernant ton ami. Mais c'est vrai aussi pour d'autres anosmiques que je vois à l'hôpital de la Rivoisière. En fait, le rôle des accompagnants est très très important, parce que c'est eux qui vont aider à ce que l'anosmique va assimiler son handicap plus ou moins bien. Donc l'information doit aussi aller au niveau des accompagnants. Voilà. Et puis évidemment, ça rentre dans une stratégie beaucoup plus importante que ça, qui vise, comme le disait Bernard, vous voyez qu'on est d'accord, hein, pourtant on ne se connaît pas depuis longtemps, on est devenus copains parce qu'on a des buts qui sont absolument les mêmes. Les pouvoirs publics, c'est quand même important. La sécurité sociale, c'est important. Il n'y a absolument aucune cotation du handicap d'anosmie. Aucune. Vous perdez un œil, c'est coté par la sécurité sociale. Vous perdez les 2 yeux dans un accident, c'est coté par la sécurité sociale. Pareil, pour les oreilles, pour le nez, vous perdez l'odorat, vous rentrez chez vous, puis vous vous débrouillez. D'accord? Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, j'ai une position assez privilégiée parce que j'ai des connaissances scientifiques, mais je ne suis pas médecin. Donc je peux aussi apporter un regard critique envers le comportement, disons, du monde médical. Alors, il ne faut pas les attaquer, au contraire, on va avoir besoin d'eux un de ces jours. Mais je veux dire, il y a quand même des choses qui se véhiculent derrière tout ça qui ne me paraissent pas tout à fait encore très claires. Donc il va falloir aussi aller vers les médecins et revenir un peu vers eux. Pour ça, il faut des structures. Je veux dire, il faut des réseaux. Il faut qu'il y ait suffisamment de gens intéressés. D'où l'idée de soutenir Bernard dans son effort de faire une association, parce qu'il n'y a que comme ça où on va pouvoir avoir au moins un début de groupe qui va, après vous savez comment ça se passe, il ne faut pas grand chose pour que les groupes deviennent très très gros, et puis après ça sera ton boulot de gérer tout ça. Voilà, alors ce que je vous ai prévu aujourd'hui, d'abord c'est des notions de base. Alors, on va revenir là-dessus parce que c'est quand même important. Alors on va d'abord peut-être se faire un petit plaisir, parce que Nathalie nous a apporté des odeurs. Il y a quand même une majorité de gens qui ont un odorat, donc faisons-nous un petit plaisir de quand même pour sentir quelques bonnes odeurs, parce que Nathalie va nous en parler. Je pense qu'elle nous a préparé des petites choses intéressantes, non? Pour l'instant 2, mais il y en a pas. Pour l'instant 2, bah, c'est déjà bien. Dans ce que vous allez faire là, en fait, vous allez sentir les molécules odorantes, parce qu'évidemment, les odeurs, on ne doit pas dire une odeur. Ça, c'est un mot vocabulaire aussi qu'on peut apprendre. En fait, on doit parler de molécules odorantes. Parce que l'odeur, c'est dans la tête. Dehors, il y a des molécules. Et les molécules se transforment en odeur. Mais l'odeur, elle est dans la tête, elle n'est pas dans les molécules. D'accord? Donc je sais bien, tout le monde dit on sent les odeurs, mais ce n'est pas une raison. D'accord? On dit les molécules odorantes. Donc ce sont des petites molécules, en fait, qui sont suffisamment volatiles pour être dans l'air. Et c'est pour ça que quand on renifle l'air qui contient ces petites molécules, ces molécules, elles peuvent atteindre, je m'assois, excusez-moi, ces molécules peuvent atteindre une région très très haute des cavités nasales. C'est pas dans tout le nez, hein. C'est ça qui est important aussi à considérer. En fait, les cellules sensorielles, les détecteurs olfactifs, ils sont ici, là, tout en haut. Je vais vous les montrer un petit peu plus tout à l'heure dans le détail. Donc les molécules, elles rentrent quand on inspire l'odeur, elles vont ici, elles stimulent ces cellules-là. Ces cellules transmettent l'information au bulbe olfactif, et derrière, d'accord? Et puis, ah oui, c'est vrai qu'on a des non-voyants là. Alors, ça va pas être facile à expliquer, une image là. Alors, ça va bien, vous suivez l'histoire, vous allez suivre l'histoire. Donc vous avez dans le nez des cellules qui vont détecter les molécules odorantes, puis elles vont transférer l'information à des structures qui sont à la base du cerveau, qu'on appelle les bulbes olfactifs. Et puis de là, les bulbes olfactifs, ils vont transmettre l'information à différentes régions du cerveau, qui devraient nous permettre de prendre conscience qu'il y a l'odeur, de faire tout le travail qu'on peut faire quand on a un odorat normal, reconnaître les odeurs, les distinguer, etc. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la voie orthonasale, c'est-à-dire par les narines. Alors, c'est peut-être le moment d'en profiter, si Nathalie est prête. Oui, c'est bon? Je fais circuler là? Super. Donc je vais continuer pendant ce temps-là. Donc ça, perdre l'odorat, c'est perdre la possibilité de sentir les molécules odorantes par les narines. Et le problème, c'est qu'il y a aussi une composante par l'intérieur de la bouche. C'est-à-dire que quand on a quelque chose dans la bouche, ici, là, alors je montre ici au niveau de la langue, la cavité buccale,
En fait, les substances, que ce soit un liquide ou que ce soit un morceau de n'importe quoi, d'aliment, en fait, vous le malaxez, donc vous relâchez toutes les molécules qui sont en fait piégées à l'intérieur, et ces molécules, en plus la température elle est plus élevée dans la bouche qu'à l'extérieur, donc les molécules qui ont envie de s'échapper, aller dans l'air, elles y vont. Et elles remontent par l'arrière du nez, ici, par deux grands trous qu'on appelle les coanes, qui font communiquer l'arrière du nez avec la cavité buccale. Donc les molécules remontent comme ça, et elles vont aussi atteindre, bien sûr, les mêmes cellules qui sont tout en haut des cavités nasales. Et elles vont donc activer le système olfactif. Donc il y a une ambiguïté sur le mot goût. En fait, le mot goût, ça reflète plusieurs choses. Ça reflète ce qui se passe au niveau de votre langue, avec plus que 4 saveurs ou 5 saveurs, mais ça, on en parlera une autre fois. Et donc, ce qui se passe au niveau de votre langue, qui va vous donner, disons, les sensations salées, les sensations sucrées, les sensations amères, les sensations, etc. Et puis, la composante olfactive qui va agir au niveau de votre nez, mais vous n'en avez pas conscience parce que tout se passe en même temps. Donc, quand vous absorbez quelque chose, toutes les informations sensorielles de la langue